Hey, bonjour tout le monde. On est de retour. Bastien Garon qui vient tout juste d'apparaître et moi-même pour l'épisode 2 de la saison 2. Oui, monsieur, évidemment. Vous allez peut-être remarquer, malheureusement, on avait un petit lag dans notre feed. Bastien, des fois, était saccadé. Ne vous inquiétez pas, il ne fait pas d'AVC. Tout va bien. C'est malheureusement notre connexion Internet, mais je pense que ça semble bien aller. Évidemment, comme vous avez vu, l'écran est séparé en trois parce qu'on avait besoin de parler à un expert dans son sujet. Moi-même et Bastien, on ne pouvait peut-être pas être les meilleurs pour parler de ça. Alors, c'est pourquoi l'écran est séparé en trois aujourd'hui. Yes, on vous garde évidemment là, le plaisir de vous présenter à qui on a affaire aujourd'hui. Avant ça, on vous rappelle un petit peu la mouture de l'émission. Très simple, on est deux physiothérapeutes qui veulent décortiquer là, au meilleur de nos connaissances et compétences un sujet qui vous plaît, des questions qui nous ont été demandées. Si vous avez des questions au fur et à mesure de l'épisode, vous pouvez évidemment nous écrire en commentaire ici durant la capsule. Sinon, là, entre les épisodes, là, que ce soit dans nos pages Facebook, Clinique Cortex puis Fusion Interactive, ou encore sur notre compte Instagram, là, Fusion Interactive, petite barre en bas, Cortex. Gênez-vous vraiment pas pour nous écrire. Puis comme on est trois aujourd'hui, bien évidemment, on va se partager les questions, Pierre-Olivier et moi, puis je vais m'occuper là, de nos fameux réseaux sociaux. L'expert en médias sociaux est avec nous aujourd'hui. Thème du jour, si vous n'avez pas vu le petit préambule, on parle de la médecine du sport. Comme on dit en bon joual, Pierre serait content. Qu'est-ce que c'est ça? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver, la médecine du sport? On est là avec Pierre pour démystifier tout ça aujourd'hui. Il vient à notre rescousse, puis il va pouvoir vous parler de ça dans des très beaux mots et vraiment vous faire comprendre qu'est-ce que la médecine du sport. Une petite précision qui est nécessaire ici, c'est qu'on vous invite à écrire des questions concernant la médecine du sport et non votre cas de médecine du sport. Pour tout ça, évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous là, dans nos différentes cliniques à cet effet. Merci de votre compréhension. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on est rendu à se dire salut. Salut Pierre, officiellement. Salut! Bonjour Pierre-Olivier et bonjour Bastien. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très cool. Vraiment content de t'avoir parmi nous. Ça a été à la limite trop long, en fait, avant qu'on fasse cet événement-là. Mais tu étais dans nos priorités. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait évidemment là, savoir d'où tu arrives, là, nous raconter brièvement c'est quoi ton cheminement là, profitable. De médecin du sport, on en parlera un peu plus tard, mais moi, mon cheminement, j'ai fait ma médecine évidemment à l'Université Laval. Ensuite, j'ai débuté une résidence en radiologie diagnostique. J'ai fait un bout de chemin en radiologie pour me rendre compte que finalement, c'était pas ce que je voulais faire de ma carrière. Fait que j'ai réorienté ma carrière d'étudiant vers la médecine familiale, au but de faire de la médecine d'urgence. Donc, j'ai complété ma médecine générale, 2 ans de formation, à laquelle j'ai rajouté une année complémentaire en médecine d'urgence pour devenir urgentologue à temps plein dans un centre hospitalier à Québec. Job d'urgentologue que j'ai fait pendant 15 ans. Et puis, après une quinzaine d'années, là, je me suis dit, ouais, peut-être que là, il y a d'autres choses à faire dans la vie que l'urgence. Mes intérêts commençaient à changer un petit peu. Puis là, j'ai pris une année, on peut dire sabbatique, si on veut, où j'ai vraiment redirigé mon temps professionnel vers l'étude de la médecine du sport, un sujet qui m'intéressait de longue date, étant moi-même sportif, étant entouré de gens sportifs, ayant fait beaucoup de traumatologie aussi dans la salle d'urgence, évidemment. Donc, je trouvais que c'est un beau complément à ma carrière. Donc, j'ai investi beaucoup de temps dans les stages avec des spécialistes qui ont un intérêt dans différents domaines de la médecine du sport. Et suite à cela, j'ai commencé à travailler vraiment à temps plein en médecine du sport, initialement dans les cliniques de médecine familiale, puis je me suis rapidement joint à des équipes de physiothérapeutes, dont physiothérapie interactive Cortex. Et évidemment, aussi, ça devait être la finalité de tout ça, faire mes examens pour avoir la certification de médecin du sport canadienne, un examen qui a lieu à chaque année puis qui te permet d'avoir le titre de médecin du sport. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, depuis ce temps-là, on a une belle relation professionnelle chez Physio Interactive Cortex en médecine du sport avec l'équipe de physio présente. Donc, c'est un peu mon parcours, un peu atypique, mais c'est ce qui me mène aujourd'hui à être avec vous, puis j'en suis bien content. Comme on dit, passer par cette île pour aller à Montréal, mais... Un peu ça, oui. Puis on passe par le nord du lac Saint-Jean aussi en revenant. Oui, évidemment. Pierre, malheureusement, vient du lac Saint-Jean. Désolé si les gens du lac Saint-Jean... Non, attends. Saguenay. Ouais, excusez. C'est pareil, là, tu sais. Ouais, c'est bon.
Ça nous amène à la première question, puis tu en as brièvement parlé tantôt. On se demande, puis question facile, c'est quoi un médecin du sport, puis c'est quoi la formation qui est requise? Là, tu nous as teasé un petit peu en nous parlant de la formation d'1 an. Est-ce que tu peux nous en parler un peu si c'est une formation, beaucoup de lecture, des cours? Qu'est-ce qu'il y en est de cette formation-là? En fait, je pense que la question la plus difficile de la rencontre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un médecin du sport? En fait, un médecin du sport, là, comme je l'ai mentionné, c'est un médecin qui, de par sa formation spécialisée, le rend apte, entre guillemets, expert à traiter, évaluer, prendre en charge le sportif de tout âge et de tout niveau. Ça, je pense que c'est important de comprendre. Je dis que c'est une question qui est vaste parce qu'effectivement, la médecine du sport, c'est comme un peu la médecine familiale. Hein. C'est très, très vaste. On peut devenir des spécialistes en médecine familiale, en obstétrique, en obésité, en communautaire. Fait que la médecine du sport, c'est un peu ça. Si je veux faire de la médecine du sport communautaire, ben, je m'implique localement. Si je veux être sur l'équipe canadienne de rugby, ben, je peux le faire. Mais évidemment, on comprendra que le travail va être très différent si je m'occupe d'athlètes de haut niveau versus je m'implique dans le club de soccer du coin, du quartier. Fait que c'est pour ça que c'est quoi médecin du sport? Ça fait beaucoup de choses, mais essentiellement, c'est tout ce qui entoure l'athlète de tous les niveaux, tous les sportifs, tout ce qui peut se rattacher à la vie du sportif, on s'en occupe. OK. Fait que ça reste quand même assez large. C'est pas juste la bonne vieille entorse de cheville. Ça fait Effectivement, ça va de la blessure de surutilisation, à l'athlète qui est fatigué, à la dame qui a mal au genou et qui veut jouer au golf, à la prévention dans un club de soccer pour qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les blessures. Si on s'est impliqué dans une équipe, ça peut être les petits bobos quotidiens, l'infection urinaire quand tu es en compétition à l'extérieur du pays. Donc, c'est très, très, très vaste. Puis pour répondre à la question, la formation, souvent, le chemin le plus facile, le plus conséquent, c'est de faire ta médecine familiale, suivi d'une année complémentaire spécialisée en médecine du sport, un programme qui s'offre maintenant dans la majorité des villes universitaires au Québec. Donc, et après cette année-là, on a notre certificat de compétences additionnelles en médecine du sport. Ensuite, on fait l'examen canadien que j'ai fait et on obtient le titre de médecin du sport qui nous permet de travailler en médecine du sport. Et si on veut aller aux Olympiques, on peut le faire. Si on veut être sur l'équipe canadienne québécoise, on peut le faire. Donc, c'est un titre qui nous permet d'accéder à ça. C'est bon, c'est parfait. Je pense que ça aide vraiment à comprendre. On en avait glissé un petit mot ensemble, en gang, pas sous écoute de Facebook, mais est-ce que tu sais, il y a combien de médecins du sport à peu près au Québec? C'est-tu quelque chose, est-ce qu'il y en a beaucoup? En fait, c'est une question, c'est difficile de répondre parce qu'il y a des médecins qui font de la médecine du sport et qui n'ont pas l'accréditation officielle de l'Association canadienne de médecine du sport et de l'exercice. Donc, c'est difficile d'avoir un recensement exact. Mais je dirais qu'on est peut-être une centaine au Québec. À Québec, on est probablement autour d'une dizaine à avoir l'accréditation puis s'afficher comme médecin du sport. Il y a beaucoup de médecins, surtout dans le coin de Montréal, qui sont en pratique privée, donc hors RAMQ. Ce qui est moins le cas à Québec. Mais je dirais après une centaine peut-être de médecins accrédités, mais c'est très approximatif. Là. Donc, une denrée rare. Oui. On peut quand même se considérer choyé de ta compagnie. D'ailleurs, on a parlé d'athlètes tantôt. Il y en a un qui nous salue. J'y retourne le salut. Yvan Laflamme de chez Atlas Médic. Bien qu'on soit à l'écoute avec nous aujourd'hui. Ouais. Puis je suis sûr qu'une des questions qu'Yvan a au bout de la langue, c'est la suivante. C'est-à-dire, on en a effleuré un peu, mais on aimerait avoir un peu, puis on sait que c'est large, tu viens de le mentionner, Pierre, mais d'avoir une idée de c'est quoi le spectre des blessures qui sont adressées par un médecin du sport. Ta pratique, ça ressemble à quoi? Ton champ d'intérêt, il est où? On t'écoute. Mon Dieu, c'est encore une grande question. Si on parle de ma pratique, moi, j'ai une pratique, je dirais, communautaire. Tu sais, je travaille avec des équipes de physiothérapeutes. Je suis un référent pour les médecins de famille quand ils ont des problématiques de première ligne auxquelles ils sont moins à l'aise de prendre en charge, donc ils me réfèrent les patients. Je suis un complément au travail des physiothérapeutes, puis je pense que ça, vous pourrez en parler un petit peu plus tantôt. J'aide les physiothérapeutes à diagnostiquer, étayer un peu l'éventail des possibilités diagnostiques d'un patient qui a une pathologie qui ne répond pas à notre physio standard ou pour laquelle il y a des, comme on dit dans le jargon, des red flags TRIPA. Donc, je fais beaucoup de prise en charge de blessures musculo-squelettiques, tendons, tissus mous, fractures,
Un volet d'arthrose, évidemment. C'est une pathologie très fréquente dans la population, donc le genou arthrosique, la hanche arthrosique. Mais aussi dans ma pratique, j'ai affaire, comme on le mentionnait, à divers types d'athlètes. Donc, je peux avoir aussi le triathlète qui s'entraîne 40 heures semaine, puis qui a de l'épuisement, puis qui ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Fait que je prends en charge ce volet-là. La commotion cérébrale, tout ce que ça peut amener d'impact psychologique, on gère ça aussi avec l'équipe de physiothérapeutes. Donc, c'est très, très, très varié, mais je dirais que moi, dans ma pratique, c'est beaucoup la prise en charge de pathologies musculo-squelettiques. Si on parle de mes intérêts, j'ai un petit intérêt pour la hanche, vous le savez. Petit intérêt. L'écran ne nous permet pas assez de faire l'étendue de l'intérêt de Pierre vers la hanche. Mais essentiellement, on voit tout ce qui est musculo-squelettique puis qui dépasse un peu le cadre de la prise en charge de première, deuxième ligne en médecine familiale et ou en physiothérapie. Donc, c'est très varié, mais c'est beaucoup cela. Non, mais c'est bon. Je pense que ça permet aussi aux gens de voir un peu où tu te situes, puis qu'est-ce que tu peux faire pour les aider. Question 3. Vous aurez compris qu'il y a un des mots favoris de Bastien. Donc, Bastien nous le prend écrit. Donc, c'était quand est-ce que dans un cursus d'une blessure ou dans l'évolution d'une blessure, on doit référer en médecine du sport? Est-ce qu'on a des points clés pour dire, OK, ça, c'est un point clé, je devrais être vu par un médecin du sport? Tu sais? La question est excellente, mais je pense que les meilleures personnes, je pense que je vais faire le miroir, le rebond, le ricochet. C'est fait. Vous en pensez quoi? C'est quoi, d'après vous, les balises qui vont faire en sorte que vous dire, oh, ça ne fonctionne pas, on a besoin de l'opinion externe d'un médecin du sport? Je vais parler pour ma pratique, puis je vais te laisser renchérir. PO, j'oserais croire que la plus-value, parce que on pourrait utiliser je pourrais comparer Dr Pierre Collin à un couteau suisse. On pourrait l'utiliser à pour différentes alliances thérapeutiques, mais là où est-ce que c'est le plus utile, je pense, c'est à partir du moment où est-ce qu'on a un genre de cul-de-sac dans notre réhabilitation. C'est-à-dire que soit on n'est pas certain du diagnostic, on a besoin d'un examen physique médical, d'examen d'imagerie. Quand je parle d'imagerie, là, radiographie, résonance magnétique, échographie. Quand j'ai besoin peut-être d'une action thérapeutique médicale, fait qu'une infiltration, une prescription de médicaments, que ce soit des antidouleurs, anti-inflammatoires, relaxants musculaires. Bref, de nous aider à guider là où on devrait amener notre athlète. Je pense que c'est là la plus grosse plus-value de Pierre Collin ou d'un quelconque médecin du sport, c'est-à-dire on avance, puis quand on a un cul-de-sac, ça nous aide à nous rediriger et continuer d'avancer. Oui, puis je pense que ce qui est intéressant aussi quand on a accès à des gens comme Pierre, c'est que, tu sais, autant ils sont habiles à faire un examen clinique, un examen physique intéressant. Donc, des fois, on a besoin pas nécessairement d'une autre opinion d'un physiothérapeute sur une pathologie, mais d'avoir quelqu'un qui est à l'aise aussi avec les tests et qui connaît les tests de physiothérapie, puis qui peut donner son avis de médecin tout en faisant les tests similaires et parler le même langage. Donc, ça fait un beau travail d'équipe. Fait que ça, je pense que c'est intéressant. Puis, comme Bastien disait, des fois aussi, on a des gens qui vont nous parler. Moi, je suis un athlète, puis je suis tout le temps fatigué ou tout ça. Des fois, on se dit, crime, c'est en lien avec le sport, pour aller chercher des informations complètement extérieures, que même nous, physiothérapeutes, on est dépourvus et sans outils. Je pense que Pierre est une bonne référence et c'est là qu'on lui fait, comme on dit, une passe sur la palette en jargon. C'est rare qu'il manque les buts. Amen. Pas grand-chose à rajouter, les gars. Je pense que ça résume bien les interactions qu'on a ensemble et mon positionnement dans votre pratique. Mon cher Pierre, il y a une fan que je ne peux pas passer sous silence. On a notre chère Anne-Marie Trancoso qui te salue, qui dit qu'il s'ennuie de toi, puis que bonjour, Anne-Marie. Dans une pratique future, fait qu'on te salue, Anne-Marie. Dans ta pratique, Pierre, on a parlé d'interaction évidemment avec les physios, mais on aimerait t'entendre, PO et moi, puis évidemment le public, sur comment tu intègres l'interdisciplinarité. C'est-à-dire là, comment on peut faire chevaucher les rôles d'une équipe médicale, là, physiothérapeute, médecin de famille, médecin du sport, chirurgien orthopédique avec qui on a beaucoup à faire. On aimerait voir un peu là, où tu te situes là-dedans, comment tu travailles avec ces personnes-là, ces autres professionnels-là. Un peu quand est-ce toi aussi que tu as besoin de rediriger vers l'orthopédie? On t'écoute à suite. J'adore cette question-là parce que Bastien, tu touches à un sujet qui m'est très, très cher. Là. Pour moi,
l'interdisciplinarité, le travail d'équipe, pour moi, c'est en médecine. Je pense que ça s'applique dans bien d'autres domaines, mais je pense qu'en médecine, c'est tellement important. Puis, tu sais, comme médecin d'urgence, l'interdisciplinarité, je l'ai vécu énormément. Tu sais, il faut que tu travailles en équipe et non pas en silo. Chacun a son expertise, ça doit blender. Le but commun, c'est d'entourer le patient puis d'arriver à le faire avancer le mieux possible, le plus vite possible. C'est la même affaire en médecine du sport. Tu sais, moi, je pense que l'interdisciplinarité est essentielle, puis on le vit au quotidien. La différence d'un patient qui est traité à l'extérieur, plus ou moins suivi, les gens se parlent peu, c'est long, c'est plus compliqué, il y a plus de chances d'échapper le diagnostic ou de mettre des délais, alors que si on travaille en équipe, médecin de famille réfère, on discute, on l'évalue, on s'en parle en équipe, puis combien de fois ça arrive qu'on se retrouve dans le bureau, physio, médecin du sport, parfois même orthopédiste, on sauve, c'est d'une efficacité redoutable. Et tout le monde apprend et le gagnant au bout de tout ça, c'est le patient. Donc, pour moi, c'est essentiel dans ma pratique. Si on m'enlève ça, je change de job, là, c'est pas compliqué. Tout ça, ça nous permet, le travail d'équipe, justement, en plus, je pense, d'améliorer la qualité du référencement de nos examens, la pertinence de ce qu'on fait. Tu sais, moi, on parlait de passer à la palette tantôt. Je pense que nos amis orthopédistes, c'est la même chose. Ils veulent des référencements pour la mettre top corner, comme on dit. Fait que ça, voir des pathologies chirurgicales. Ce sont des chirurgiens, des orthopédistes. Fait que eux autres, ils veulent que quand le patient leur est référé, il soit préparé, il ait compris qu'est-ce qui l'attend, puis qu'il soit prêt pour une chirurgie, puis que ce soit évidemment une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale. Donc, je pense que le travail d'équipe, ça favorise ça, un meilleur référencement, une meilleure préparation, puis tant mieux si on évite une visite à l'orthopédiste, puis notre patient n'a pas besoin. Puis ça, je pense que le travail d'équipe permet ça, tout en étant ultra efficace. Fait que c'est comme ça que je le vois, puis je pense que chaque intervenant, médecin de famille, physio, puis tu sais, on parle de physio, mais on peut parler de kin, on peut parler d'ergothérapeute, on peut parler de préparateur sportif. Tout ce beau monde-là travaille dans un but commun d'améliorer la condition du patient, puis surtout de le sortir de sa problématique le plus vite possible, de façon la plus efficiente possible. Ben, je suis content que tu amènes puis de la façon dont tu l'as amené, parce que, tu sais, je pense que toute personne qui a fait sa physiothérapie ou sa médecine ou des cours de soins à l'Université Laval ont le fameux cours collaboration, qui est un cours sur la multidisciplinarité et sur les échanges. Puis, je pense que les gens, des fois, voient ce cours-là comme un genre de pelletage de nuages qui sert un peu à rien, mais on voit trop fréquemment que quand on se met à travailler, que finalement, ben, cette communication-là, comme tu l'as dit, fait toute la différence et on la perd souvent. Puis je pense que tu as raison, on est beaucoup plus efficace et tout le monde travaille bien et tout le monde est content de travailler quand ça communique bien puis quand c'est facile. Fait que je suis content que tu l'aies amené. Une personne crédible qui amène ça. J'espère que les étudiants vont t'écouter et vont arriver dans leur cours avec le grand sourire et toute l'écoute. Good. Vas-y, Bass. Ben, en fait, c'était justement pour nous amener vers la question 5. Évidemment, le but de la rencontre, là, on pourrait faire une entrevue avec un pharmacien ou une pharmacienne éventuellement, mais on ne veut pas embarquer là, dans la grosse pharmacologie. Il y a quand même un médicament peut-être qu'on pourrait ne pas passer sous silence puis prendre le temps d'avoir l'avis de Dr. Colin. Là. Je t'écoute, Pierre-Olivier. Ben, on va parler de la fameuse cortisone. Je pense que c'est un mot qui est connu, mais qui est peut-être en même temps méconnu. C'est quoi la cortisone? Puis on en pense quoi? Est-ce que c'est pour guérir? Est-ce que c'est pour aider? Ou est-ce que c'est pour complètement autre chose? Peut-être juste pour en parler brièvement, la cortisone est un anti-inflammatoire très puissant qui est utilisé, évidemment, pour baisser l'inflammation dans quelques pathologies. Puis je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça que Pierre peut peut-être déboulonner ou confirmer. Fait que la cortisone, on en pense quoi? Puis est-ce que tu utilises ça aussi? Ben oui, la cortisone, j'en pense quoi? Je pense que la cortisone, tu l'as bien dit, Pierre-Olivier. Moi, je vois ça, je le décris comme étant un gros bloc de glace dont on sert pour calmer l'inflammation aiguë. Fait que, exemple, le genou est en feu, les anti-inflammatoires, le traitement de base ne fonctionne pas. C'est sûr que l'option bloc de glace dans le genou, ça calme le feu. Je pense qu'il faut voir la cortisone comme étant quelque chose, c'est quelque chose qui nous aide à progresser vers d'autres choses. C'est pas une finalité en soi. La cortisone n'a jamais guéri grand-chose. On s'entend, puis on a de plus en plus d'études qui disent que quand on utilise ça
sur des tissus mous, des tendons. C'est peut-être pas la meilleure chose, ça affaiblit un peu le tendon, puis on a tous entendu parler d'injections sur les tendons du membre inférieur, des risques de rupture. Fait qu'il faut faire attention à la cortisone. Il faut vraiment savoir pourquoi on s'en sert et dans quel contexte on s'en sert. Si je prends l'épaule, un exemple qui me vient à l'idée, la fameuse tendinite de la coiffe de l'épaule, ben, tu sais, je pense que la cortisone, quand le patient est pris en charge en physiothérapie, fait ses exercices, améliore la qualité de son mouvement, puis à un moment donné, il plafonne parce que ses tendons sont trop inflammatoires, il n'arrive pas à passer à l'étape supérieure de sa réhabilitation. Mais je pense que la cortisone, là, est intéressante. Tu sais, regarde, on va te donner un break, on va calmer le feu, et ça va te permettre de bouger davantage, puis de peut-être prendre le contrôle de ta dysfonction de l'épaule. Donc ça, la cortisone est hyper intéressante, puis ça, je ne suis pas du tout je suis pas mal à l'aise de l'utiliser. Par contre, si j'ai quelqu'un qui vient me voir et dit, ben, moi, j'ai mal à l'épaule depuis 3 ans, puis à tous les 3 mois, ben, je me fais infiltrer parce que ça me soulage, mais je ne fais pas de physio, puis je ne veux pas m'en sortir, je veux dire, non, là, je suis désolé, là, mais c'est assez, parce que ce qui nous attend au bout de la route, c'est une déchirure complète des tendons de l'épaule. Et ça, on ne veut pas ça. Fait que, dans ce contexte-là, c'est un no-go. Mais dans un contexte bien utilisé, dans un continuum de soins, ça devient intéressant. Il y a la fameuse question aussi, ouais, la cortisone dans un genou, une articulation, c'est pas bon, je vais devenir accro à ça. Même principe, si on l'utilise pour pouvoir mieux bouger, bouger davantage, je pense que c'est une chose. Puis, il y a une fameuse étude en 2017, il faut que j'en parle parce que là, tout le monde nous en parle. Ça a fait les journaux, là, l'étude de 2017 sur la cortisone qui détruit le cartilage. En fait, sans vouloir rentrer dans les détails, c'est qu'ils ont injecté des gens pendant 2 ans à la cortisone, puis 2 ans avec du saline physiologique, de l'eau stérile, si on veut, puis ils ont mesuré l'épaisseur du cartilage avec une résonance magnétique, puis ils ont trouvé que le groupe cortisone avait un amincissement de 0,15 mm du cartilage, et on conclut donc que la cortisone n'était pas bonne. Mais on n'a aucune idée de la répercussion clinique de cet amincissement-là de 0,15 mm. Donc, il faut faire attention. Une chose est certaine, c'est qu'une articulation qui est en feu, qui est inflammatoire chroniquement, ça, on le sait que c'est néfaste. Demandez au rhumatologue, ça détruit les articulations. Donc, qu'est-ce qui est mieux? De laisser une articulation inflammatoire en disant « Ah non, la cortisone » ou calmer le feu, rendre notre patient fonctionnel, il bouge, il n'est pas en dépression, il peut faire du sport, il peut aller au travail. Je pense que encore là, toute chose étant relative, la cortisone peut avoir des bénéfices dans un contexte comme celui-là. Donc, vraiment, je pense que la cortisone, ce n'est pas une finalité, c'est un outil qu'on a pour remettre nos gens en fonction puis permettre à nos patients de faire leur physio, leur réadaptation puis de régler leurs problèmes définitivement. Très bon. Souvent, ce que je me rends compte, c'est que les patients nous disent, Pierre, quand on jase ensemble, le patient et moi ou le patient et toi, qu'ils disent « Hein, crime, tu as le même discours que mon physio. Hein, Doc Colin me dit ça lui aussi. » On a le même jargon. Puis les deux choses que je pense que les patients retiennent le plus de nos discours, c'est on ouvre une fenêtre d'opportunité pour faire les exercices, régler le problème. La cortisone nous permet ça, d'amenuiser les symptômes pour nous permettre de continuer d'avancer, ce que tu as souligné 2 fois plutôt qu'une. Puis la deuxième chose que je trouve que ça nous aide de faire aussi, c'est, comme on dit, de passer un gap, puis de ne pas répéter une erreur, de rester irrité. Puis un proverbe que Pierre-Olivier trouve drôle à chaque fois que je le dis, c'est que la stupidité, c'est de faire toujours la même chose, de souhaiter un résultat différent. Ce qui fait que si Dr Colin est rendu à une 4e infiltration dans la même articulation pour un patient qui consulte pour la même raison de consultation, il faut se demander, les bonnes choses ont-elles été faites? Ont-elles été faites? Le diagnostic est-il le bon? Y a-t-il d'autres avenues de traitement? Voilà. Oui, puis je pense que le point aussi de la communication refait surface encore en disant si on a pu parler à Pierre, expliquer comme il faut la pathologie du patient, ou peut-être même le médecin de famille qui parle à Pierre, qui explique comme il faut, bien, ça lui donne des outils pour mieux et des balises pour dire est-ce que je peux utiliser la cortisone ou pas et être efficace dans un bon temps. Fait que je pense que si je comprends bien, la cortisone, c'est bon, mais il faut l'utiliser au bon moment. Puis là, on va être top-notch. Voilà, c'est un ingrédient dans notre recette. Il faut juste pas trop en mettre. Exact. Puis Dr Colin, lui, ce qu'il fait pour en mettre, il fait usage d'un appareil qu'on appelle l'échographie. C'est une pratique qui n'est pas là, associée directement à la médecine du sport. C'est une expertise supplémentaire que Dr Colin est allé chercher.
Pour les gens qui nous écoutent, l'échographie, ça vaut la peine de rappeler c'est quoi comme appareil. C'est l'équivalent de la sonde qui est utilisée chez les femmes enceintes pour regarder le bébé. On peut l'utiliser aussi pour différents tissus. Quand je parle de tissus, ligaments, tendons, bourses, muscles, même des rebords d'os, cartilage, plaques de croissance. Évidemment, ce que je veux t'entendre, Pierre, dessus, c'est quoi la plus-value, la valeur ajoutée pour toi comme médecin du sport d'avoir accès à cette échographie-là? Oui, bien, en fait, le plus-value, il y a beaucoup de plus-value associée à ça. Je ne fais pas de moi un radiologiste. Là, je pense qu'il faut être très, très clair. Oui. Pas une formation de radiologiste, puis le radiologiste a des compétences que je n'ai pas. Moi, le but d'utiliser l'échographie est double. Le premier, c'est une extension de mon examen physique, c'est-à-dire que si, exemple, j'examine notre fameuse épaule tantôt, puis que je trouve qu'il y a des tendons qui ont l'air passablement faibles, la première question que je vais vouloir me poser, c'est est-ce qu'il y a une déchirure partielle ou complète de un ou plusieurs tendons? Fait que moi, dans ma pratique quotidienne, si je n'avais pas l'échographie, ben je dirais, écoute, je suis inquiet de tes tendons, je te fais une prescription, va en radiologie, prends rendez-vous. Puis selon l'époque de l'année, ben, les temps d'attente vont de 1 à 6 mois en radiologie. Fait qu'on comprend que mon patient que je vois, qui attend 3-4 mois pour voir son écho, le temps que j'ai on vient de perdre 6 mois, là. Ouais. Donc, moi, le plus-value, ben, dans mon évaluation, j'examine, je questionne, je fais l'écho, tout est réglé en moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, ça, pour moi, et surtout pour le patient, c'est un avantage immense. Moi, après ça, je me retourne de bord, je vais voir mon physio ou j'appelle mon orthopédiste, puis je dis, écoute, j'ai ça, l'écho est fait, on avance beaucoup plus vite. Ça, c'est le côté diagnostic. Dans le côté thérapeutique, ben, c'est sûr que l'échographie me permet de faire des infiltrations sous échoguidance, donc sous guidage échographique. C'est beaucoup plus facile d'injecter des articulations qui sont moins superficielles, exemple la hanche. Même principe, j'évalue mon patient, je considère qu'une pathologie inflammatoire de la hanche qui traîne, il faut s'en occuper. Même principe, au lieu de référer mon patient en externe, dans mon bureau, je sors la sonde, je peux faire mon infiltration de la hanche sous échoguidance, ce qui me permet d'être beaucoup plus sécuritaire, mais aussi beaucoup plus efficient dans la prise en charge de mon patient. Donc ça, c'est l'autre gros avantage que j'y vois. Puis c'est sûr que je pense que comme patient, ça peut être chouette de savoir que l'infiltration que je vais recevoir ne sera pas faite selon des repères anatomiques dits à l'aveugle, bien qu'il y a beaucoup de techniques qui se font sans échographie, puis les médecins sont excellents pour les faire, ceci dit, là. Mais dans certaines indications, comme la hanche, je reviens à la hanche, je pense que d'avoir l'échographie sécurise le patient et sécurise aussi le médecin quand l'aiguille est ça de longue, dans l'articulation. Comme ça, tu fais un bullseye. Oui, exactement. Non, mais c'est bon, je pense que ça peut éclairer aussi parce que ça peut être ça peut peut-être être inquiétant pour le patient, justement, de dire OK, une écho, c'est quoi ça? Là, au moins, ça démystifie c'est quoi cette bébelle-là, puis comment tu fais pour aider puis optimiser ton suivi de médecin. Là. Je pense que c'est vraiment un plus-value très, très bon. Question 7, déjà, on roule, mais c'est parfait. Je pense que c'est vraiment. Je pense que tous les gens qui nous écoutent sont intéressés. Il y a des cœurs d'envoyer, il y a des flammes d'envoyer pour dire Émile Poirier-Leblanc, personne d'autre. Notre chère Annie qui nous écoute de son salon, on te salue Annie. On a des étudiants en physiothérapie, on salue entre autres Félix-Antoine, des collègues, ma maman éternellement. Classique de Rivière-du-Loup. C'est parfait. Toute la gang. Good. On parlait tantôt de blessures musculo-squelettiques, tendinite, bursite, name it, tous ceux-là. Tu parlais qu'on les voit souvent en première ligne. Notre premier réflexe, c'est souvent justement d'aller voir on a mal à l'épaule, on va voir notre médecin de famille. Puis toi, tu vois ça un peu comment? Parce qu'évidemment, les gens vont être portés à aller consulter leur médecin de famille. Comment tu vois le travail du médecin de famille? Puis comment, toi, tu t'intègres au travail du médecin de famille, du médecin du sport et du physio là-dedans? Là? Peux-tu nous démêler dans toute cette boucle-là de... Continuum, physio, médecin de famille, médecin du sport. On a parlé un peu, là, on l'a fait entre physio et médecin de sport, mais il nous reste peut-être le médecin de famille versus médecin de sport. Là. Mais en fait, ça aussi, c'est une autre grande question parce que puis les patients, la population en général le voit beaucoup. C'est pas toujours évident, d'avoir un médecin de famille, d'y avoir accès rapidement quand tu te fais une entorse de la cheville pour dire quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a un petit avantage d'accessibilité avec le physiothérapeute en ce sens-là. Ceci dit,
la façon dont je vois le rôle du médecin de famille, bien, comme médecin de famille, on est formé pour gérer la majorité des blessures musculo-squelettiques en première ligne. Soit. Je pense que moi, mon positionnement, c'est est-ce que je peux aider dans la prise en charge de cette clientèle-là quand le médecin de famille se sent moins à l'aise ou qu'il a besoin d'une expertise un peu plus avancée ou d'un support logistique. Mon rôle, c'est vraiment d'assister les médecins de famille si le diagnostic n'est pas clair ou s'ils ne sont pas à l'aise avec la gestion du problème. Au même titre que moi, je vais faire appel aux médecins de famille pour d'autres problématiques que je peux rencontrer parce qu'eux, ils ont une expertise que moi, je n'ai pas. Fait qu'on vient encore à ce que je disais tantôt, hein, l'interdisciplinarité. Donc, moi, je pense que je dois être en support aux médecins de famille comme eux vont me supporter pour d'autres problématiques. Fait que c'est comme ça que je vois le rôle du médecin de famille. Puis, médecin de famille versus physio, même principe, une entorse de la cheville, grade 2, un peu plus sévère, envoie ça en physiothérapie. Je pense que vous avez l'expertise pour gérer ces pathologies-là, puis bien suivre le patient, puis raccourcir, prévenir les complications possibles en lien avec ces pathologies-là. Donc, c'est vraiment encore là, on vient encore à notre triangle de complémentarité. Je pense qu'on ne s'en sort pas, là. C'est un travail d'équipe, puis il faut que les gens communiquent ensemble pour que justement le patient bénéficie de tout ça, encore une fois. Très bien dit. On se rend compte malheureusement, Pierre, que dans notre pratique commune, les patients nous consultent parfois un peu sur le tard, où est-ce qu'on est plus en mesure de constater les dégâts, puis où est-ce que notre offre, comme équipe, relève plus finalement d'un soin palliatif d'une articulation blessée que d'un domaine curatif. Vraiment dire, OK, on te prend en charge au bon moment quand ça vient d'arriver, on va reprendre le dessus, puis il n'y aura pas de séquelles, il n'y aura pas de conséquences néfastes par rapport à ta blessure parce que la prise en charge a été très rapide. Il y a un rôle qu'on aimerait tous, comme professionnels de la santé, jouer davantage qu'actuellement, je pense, entre autres au Québec, c'est avoir un rôle à titre préventif dans notre pratique plutôt qu'éteindre des feux. J'aimerais ça savoir, tu mets le chapeau là, des médecins du sport du Québec, quelle est la place qu'occupe la prévention dans ta pratique? Bien, je pense que comme plusieurs intervenants dans le milieu de la santé, ce qu'on déplore, c'est qu'on n'a pas les ressources ni le temps à accorder suffisamment pour le volet préventif. Je pense qu'il y a un travail immense qu'on pourrait faire dans nos écoles primaires, secondaires, collèges, universités, de prévention, ne serait-ce que de l'information sur la gestion du stress mécanique, l'alimentation, l'importance du repos. On en voit combien d'athlètes qui poussent la note, puis que le corps est une machine, puis ils viennent, sont tous déglingués, puis on se demande pourquoi, puis on leur dit, ben, comment de joint de break t'as pris dans ton mois, puis c'est un gros zéro. Fait que dans un monde idéal, on devrait tous être dans les écoles, les clubs sportifs, sur les médias sociaux à faire de la prévention. Puis je pense que ça nous sauverait de beaucoup de blessures chez nos jeunes et nos moins jeunes. Comment on peut faire dans notre pratique? Bien, je pense que moi, dans la mienne, puis dans la pratique d'un médecin du sport, d'un physiothérapeute, bien, on profite toujours du moment, quand on a le patient pour un problème XYZ, de faire le tour un peu de son mode de vie. On en profite pour intervenir là, que ce soit sur l'activité physique, on parlait de l'alimentation, le sommeil, la gestion pondérale, le workload, le fameux workload chez nos athlètes qui exagère un peu plus, mais qui s'en demande un peu plus, je dirais. Donc, je pense que chaque visite est propice à un petit volet de préventif, d'information. Puis, deux exemples récents, une coureuse qui a une fracture de stress, ben, j'en profite pour voir comment ça se fait qu'elle en est venue avoir une fracture de stress de la jambe. Fait que là, on revoit un peu toutes ses habitudes de vie. Fait que ça, c'est tout le côté préventif qui est trippant puis qui est le fun. Puis souvent, on se rend compte que les gens sont comme « Ah oui, mon Dieu, je savais pas ça. » Fait que je pense qu'on peut le faire. C'est des petits combats qu'on mène à chaque jour avec nos patients qui, malheureusement, viennent nous voir pour une pathologie, mais au moins, on peut profiter de ce moment-là pour faire un volet préventif qui, somme toute, est très payant. Je vais utiliser l'expression préférée de Pierre-Olivier, c'est-à-dire je vais prendre la balle au bon. Puis dire que parfois, on en profite avec ces patients-là qui nous consultent malheureusement un peu sur le tard pour remonter dans l'arbre, en parler au coach qui, lui, va pouvoir avoir une meilleure éducation à ce sujet-là, s'informer, puis passer le message au reste de l'équipe, que ce soit un intervenant, un médecin de famille qui, après ça, le discours, puis peut, encore une fois, répandre la bonne nouvelle. C'est facile de pouvoir faire ça. Puis ce qu'on souhaiterait tranquillement pas vite, c'est qu'évidemment que les instances un peu plus hautes fassent la même chose vers le bas aussi. Oui.
Puis Pierre nous en parlait quand on avait notre rencontre pour discuter de sujets. On a un collègue à nous, Patrice Pépin, qui peut-être ne nous écoute pas parce qu'il n'est pas sur les médias sociaux, mais on le salue quand même, qui nous parlait de programme de prévention justement de la Fédération internationale de soccer, donc la FIFA, qui a un genre de programme de prévention. Fait que je pense qu'il y a des organismes qui commencent à en faire. Puis, peut-être vous renseigner, même quand vous consultez votre médecin, vous pouvez aussi lui poser la question, peut-être dire, y a-t-il des choses que je peux faire en prévention? Ça évite peut-être à Pierre de devoir confronter le sujet, mais si vous lui amenez, vous pouvez en parler à votre professionnel. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des mécanismes ou des guides de prévention? Je pense que ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Il y en existe tout plein, puis qui démontrent que quand on les utilise bien, des problèmes de réchauffement, comme le programme de la FIFA, on diminue grandement les blessures importantes aux genoux, à la cuisse, chez nos jeunes athlètes. Donc, ça, c'est de la prévention active et c'est très, très payant de le faire. Fait que renseignez-vous, c'est ce que ça veut dire. Question 9, c'est bon, on roule bien. Je pense qu'on a on a des bons vendeurs de rêves avec nous, avec des beaux mots. Vous aurez compris que je m'exclus de ces gens-là parce que je ne suis pas au niveau de Bastien et de Pierre Collin. Mais quand même, j'en profite maintenant pour te poser une question assez large, là, puis encore philosophique. On est pas mal là-dedans aujourd'hui. Mais c'est quoi ta pratique idéale en médecine du sport? Puis c'est quoi, selon toi, la place des médecins du sport ici au Québec? Ça, c'est cours de philosophie université. Pas université, cégep, excusez. Ben, je pense que je l'ai abordé tantôt. Tu sais, je t'ai mentionné tantôt, Pierre-Olivier, que si tu m'enlèves la collégialité puis l'interdisciplinarité de mon travail, tu sais, moi, je passe la porte. Mais je pense que la place des médecins du sport au Québec, je pense qu'il faut vraiment favoriser le travail d'équipe. J'en démords pas. Je pense qu'on est là pour aider la médecine de première ligne. Puis là-dedans, ben, j'inclus, là, oui, physiothérapeute, j'inclus, oui, médecin de famille, médecin d'urgence. On doit avoir un rôle de lien à travers tout ça. Je pense par rapport aussi à nos spécialistes, les orthopédistes, qui, eux, leur rôle, c'est d'opérer nos patients pour les bonnes indications. Je pense que c'est à nous, comme équipe, de trier ces patients-là, puis si c'est des cas chirurgicaux, de bien les amener, qu'ils soient préparés, que ce soit tout indiqué d'être opérés. Puis ça, je pense que nos orthopédistes qui sont ultra chargés, débordés, je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. Donc, je pense que puis le rôle de médecin du sport, ben oui, c'est un rôle on est des médecins, on traite, mais je pense qu'on l'a abordé tantôt. La prévention est importante. L'enseignement qu'on peut faire, l'enseignement aux résidents, l'enseignement aux physio, aux kin. Je pense qu'on a des connaissances. On vient d'horizons différents, mais on va tous dans la même direction. C'est juste intéressant de blender tout ce beau monde-là ensemble pour qu'on soit juste meilleur. Moi, j'ai jamais appris autant en médecine du sport que depuis que je côtoie orthopédiste, physiothérapeute. Je pense que tout ça, ça fait qu'on est juste meilleur. Puis, le rôle du médecin du sport au Québec, ben, ça doit être ça, un rôle de rassembleur, puis de prêcher pour un travail d'équipe. Le but étant d'être autour du patient, puis de faire en sorte qu'on soit plus efficace, puis qu'on soit meilleur finalement. Fait que j'espère que tu vas avoir un appel, tu vas devenir le nouveau porte-parole au Québec de l'interdisciplinarité. Fait que si ça te colle, si tu veux, si ça te colle bien, je pense que tu vas avoir un appel. Là. On a d'ailleurs une patiente que je tairai le nom qui nous dit que son épaule se porte beaucoup mieux depuis son infiltration à l'épaule qui date d'il y a 3 semaines. Fait que, merci encore Pierre pour ces bons soins. Dernière question, en fait, sauf si le public en a pour nous, hein, on reste disponible là, par commentaire là, juste en dessous ici dans la zone votre commentaire. N'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Sinon, dernière question pour nous. Tu le sais peut-être pas encore, Pierre. Là, je sais que tu as écouté nos lives là, la saison dernière, là, mais j'espère à quel point tu sais qu'on est des journalistes chevronnés. Mais grâce à notre service de nouvelles, notre département de recherchistes, on a réussi à avoir quelques informations intéressantes concernant ta pratique à la clinique Cortex. On aurait eu vent qu'il y a un nouveau concept de clinique de la hanche qui se développe tranquillement pas vite au sein de l'entreprise. Aurais-tu quelques mots à ce sujet-là pour nous? Est-ce que tu as le droit d'en parler? Bon, je ne sais pas si j'ai le droit, mais on va se donner le droit parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, bien sûr. Là, on l'a tous. On a vendu la mèche tantôt, la hanche chez moi, et j'aime bien ça, mais
En fait, le principe de la clinique de la hanche, c'est dans le fond la concrétisation justement d'un travail d'équipe et d'une collaboration. Dans le fond, c'est de mettre autour du patient qui a une problématique de douleur autour de la hanche, là, fessier, cuisse, aine, alouette, tout ce qui gravite autour de la hanche. Donc, c'est de mettre autour de cette personne-là des physiothérapeutes, des intervenants, des médecins sportifs, des orthopédistes qui ont un intérêt, puis je dirais une petite coche de plus de connaissances, d'aptitudes pour évaluer, prendre en charge ces patients-là. Donc, sous l'égide d'une clinique de la hanche, où dans le fond, le patient, c'est ça, est vu, puis par des experts, des gens qui ont de l'intérêt, puis essentiellement, c'est juste ça. C'est de mettre autour du patient qui a une problématique de hanche, de l'expertise complémentaire dans le but d'une meilleure prise en charge. Ça devrait être, on parle de la hanche, mais ça devrait être comme ça pour l'épaule, ça devrait être comme ça pour le genou, pour la cheville, puis c'est pas juste pour les LeBron James ou Bastien Garon de ce monde. C'est aussi pour le joueur de tennis de fin de semaine, c'est aussi pour, je pense que ça se veut inclusif. Tu as une problématique de hanche, ben on a mis sur pied une clinique où on te prend en charge, puis où on a une expertise qui est à part, ben, puis qui permet d'avoir un diagnostic, on l'espère, plus juste, plus rapide, avec une investigation conséquente, puis une prise en charge conséquente. Donc, c'est vraiment juste ça, le principe de la clinique de la hanche, c'est de développer quelque chose avec des experts dans un domaine. Puis, on commence comme ça, mais ce serait aussi d'avoir la même chose, comme je disais, pour le rachis, pour le poignet, pour l'épaule, alouette, là. Okay? Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est la collaboration, puis de faire en sorte que tout ce beau monde-là travaille autour du patient, puis qu'on soit juste meilleur, plus efficace. C'est un service d'expertise professionnelle, mais pas réservé aux professionnels. Puis ça, c'est beau parce que les gens, quand ils sont encadrés, comme un LeBron James, voilà, ils capotent. Mais si on était capable de faire ça avec à peu près tous nos patients, ça serait un très beau luxe. Exactement. C'est vers ça, il faut tendre vers ça. Vraiment. Je suis vraiment déçu parce qu'on aurait dû, quand on s'en est parlé, normalement, on a toujours des objets ou des photos qu'on passe, mais on aurait vraiment dû mettre notre fameuse photo avec les patients au milieu et tous les intervenants autour. Ouais. Je pense que ça a été comme le sujet, on aurait dû le voir plus tôt, mais c'est vraiment centré sur le patient. Je pense que c'est quelque chose qu'on se fait dire souvent et qu'on oublie, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. On ne peut plus l'oublier avec tout ce que Pierre nous a dit sur le travail d'équipe. C'est vraiment le patient au centre et toutes nous autour qui s'en vont dans le même sens. Si vous voulez savoir de quel diagramme parle Pierre-Olivier, là, je vous fais un petit clin d'œil à notre site internet, le www.physiointeractive.com. Dans la section Approche, vous allez voir là, un beau diagramme qui vous met au centre parce que vous restez l'expert de votre condition. Vous sentez, vous savez ce que vous sentez, puis c'est vous qui connaissez votre pratique. Puis de là, nous, on gravite autour de vous pour vous permettre de continuer vos activités, la vie quotidienne et sportive. On reçoit là, des beaux petits applaudissements là, de pas juste ma maman, mais je la salue encore. Sophie Bernard, physiothérapeute, entre autres, Madame Prévost aussi, oui. si je ne m'abuse. Fait que merci à vous d'avoir été là. On arrive à la fin. Fait qu'un peu comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, commentaires, des idées de sujets à aborder avec nous, gênez-vous vraiment pas. Là, vous pouvez nous écrire évidemment dans la section commentaires en bas ici ou encore là, sur nos pages Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Là, Physio Interactive, Clinique Cortex. Ou encore, là, slider dans les DM, comme on dit dans le jargon, là, sur notre compte Instagram. Les jeunes. Interactive, petite ligne en bas, Cortex. D'ailleurs, le thème qu'on va avoir d'ici 3 semaines, là, parce qu'on est à peu près aux 3 semaines, pour le thème de la mi-novembre, ça nous a été inspiré là, de gens qui nous ont écrit, fait que sachez qu'on vous écoute. J'aimerais ça que tu nous voles le punch, PO. Ben oui, on va parler de physiothérapie et d'athlètes olympiques, donc on va rester un peu dans le thème de physio du sport. On va avoir un invité, je pense, que super intéressant. Bon, peut-être que vous ne le reconnaîtrez pas sur le coup parce que vous le voyez, on voit rarement tout son visage, mais on va espérer. Donc, on va recevoir Alex Beaulieu-Marchand dans les prochaines semaines. Un gros merci à Bastien Garon qui a travaillé fort pour nous l'avoir. Donc, on est super contents. Puis, même chose pour les vidéos, là, n'hésitez pas à partager. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez le partager. Il reste disponible sur notre page Facebook. Fait que partagez-le. Taguez du monde dessus qui veulent en savoir plus sur la médecine du sport. On va être super contents.
Alors, dans le fond, un petit résumé, là, Alex Beaulieu-Marchand, 2 fois olympien, un gars de Saint-Augustin, Saint-Og pour les gens de la place. Ce qu'on veut jaser un peu avec lui, là, le lien entre le physio et l'athlète durant une saison. Que faire quand on est dans une situation de stress? Là, Alex, malheureusement, a déjà été blessé là, avant les Olympiques ou avant les X Games, qui est finalement l'apothéose de sa pratique sportive. Comment ABM, c'est comme ça qu'il est surnommé, le surnom, voit le rôle là, du physiothérapeute pour un athlète comme lui, puis comment on peut amalgamer ça. On va tout apprendre ça là, dans le prochain Physio en direct avec PO et moi, et évidemment Dr Colin comme fan numéro 1. Fait qu'on te remercie encore, Pierre, d'avoir été avec nous. Un réel plaisir de te côtoyer au quotidien, puis encore plus de t'inviter sur notre plateau. Exact. Merci pour l'invitation. On se voit bientôt dans les prochaines semaines. On va vous tenir au courant sur notre page Facebook. Ciao! Yes.